par commencer. Alors, je suis très heureux et honoré d'avoir ici Paul Claval, qu'on ne présente plus. Paul Claval est professeur émérite à Sorbonne, mais surtout Paul Claval a travaillé pendant des décennies à renouveler entièrement le champ de la géographie, et en particulier cette question du pouvoir qui est au cœur de ses travaux depuis plus de 40 ans. On se souviendra tous de son ouvrage « Espace et pouvoir » en 1978, qui a marqué vraiment le champ. Et tout au long de ses travaux, il a continué à travailler sur cette relation. Encore récemment, l'ouvrage « Penser politiquement le monde », qui revient déjà d'ailleurs sur les pensées que vous aviez formulées dans « Espace et pouvoir ». Et donc, vous nous proposez ce matin une conférence sur la construction des géographies du pouvoir. Je suis vraiment très heureux que vous ayez accepté cette invitation, parce qu'effectivement, quand on a pensé la programmation de ce festival sur la thématique du pouvoir, on a évidemment tout de suite pensé à vous, et vous avez répondu positivement. Merci beaucoup, Paul Claval, je vous donne la parole. Merci, bonjour à tous. Et je vais essayer de vous présenter mon exposé. Ça fait, comme vient de me le dire M. Cataruzzi, plus de 50 ans que je m'intéresse au problème d'espace et pouvoir. Je l'ai fait donc, dans l'ouvrage qui a été mentionné en 1978. J'ai repris cette ligne il y a plusieurs fois. J'ai publié une dizaine d'articles en français, en portugais, en anglais sur ce thème, 2 autres ouvrages. Faites avancer. Voilà, Espace et pouvoir il y a 40 ans. Et voici l'ouvrage que j'ai publié l'an dernier. J'ai depuis essayé de... Je ne m'arrête jamais dans cette quête. J'ai traité de nouveau de questions de pouvoir dans les publications plus récentes. L'ouvrage que j'ai consacré à l'approche culturelle et les imaginaires en géographie, les questions de l'autorité, et dans l'ouvrage qui est sorti avant-hier, où je fais une recension de ce qu'a été la géographie au cours des 50 dernières années. Voilà. Suivant. Voilà donc le plan que je suis. L'omniprésence du pouvoir et ses formes venues du bas, le pouvoir venu du haut, de l'État hegelien à l'État westphalien, les systèmes diplomatiques, l'occidentalisation de la scène mondiale, le post-westphalien et des conclusions. Les points 1 à 3 présentent les fondamentaux de l'analyse du pouvoir. Pouvoir en général, point 1, le pouvoir venu du haut, le pouvoir politique, l'État, le point 2, le point 3, la vie internationale. Et les points suivants retracent l'évolution de la vie politique, de la construction des États depuis le XVIe siècle, même avant, à titre d'exemple. L'omniprésence du pouvoir et ses formes venues du bas. Je vais présenter des composantes et des formes du pouvoir, les dispositifs qu'il prend, les grands-mères que l'on peut lui attribuer, le pour et le contre du pouvoir, les effets psychologiques et leur dimension géographique, les réactions et les pouvoirs venus du bas. L'omniprésence du pouvoir. Le pouvoir est d'abord un attribut individuel, celui d'agir, de faire soi-même des choses, de mettre en œuvre des projets et d'avoir des enfants, qui n'est pas inutile. La démographie est un des aspects du pouvoir. C'est aussi la possibilité de faire les choses par autrui. Celui qui l'exerce capte à son profit les capacités personnelles de ceux qu'il domine.
Dans ce second sens, le pouvoir peut résulter du recours à la force, des contraintes qu'elle impose et de la menace qu'elle génère. Donc, premier point, pouvoir naît de la force. Le pouvoir peut ensuite naître de la vie économique. Il revient à celui qui détient des moyens de production, offre de l'emploi à ceux qui n'ont que leurs bras et leurs compétences. Sur un marché, l'accès privilégié à certaines informations confère une position dominante à ceux qui le détiennent. Sous sa forme idéale, morale, le pouvoir repose sur la diffusion de croyances religieuses ou idéologiques et prend la forme de l'influence et de l'autorité. Ceux qui l'exercent sont mus par des études du résultat qui font place à la négociation ou par des éthiques de conviction avec refus de toute concession, essentiel pour comprendre le déroulement de la vie politique. Réalité polymorphe, le pouvoir apparaît aux chercheurs comme une clé qui éclaire une bonne partie de la réalité sociale. Les dispositifs sociaux et l'architecture du pouvoir. Comme fait géographique, et comme le soulignent Michel Foucault et Claude Raffestin, le pouvoir sur autrui n'existe que par les relations par lesquelles il s'exerce. Les jeux du pouvoir supposent la mise en place de dispositifs spatiaux. L'exercice de la force implique une logistique des transports qu'acheminent troupes, armes et approvisionnements là où on veut intervenir. Il suppose le recueil de renseignements nécessaires à la mise au point de stratégies. Il s'accompagne de campagnes pour démoraliser l'ennemi. Certains dispositifs spatiaux visent à la surveillance. L'espace est préalablement divisé. Chacun de ces éléments est observé en permanence. C'est ce que permettent les cellules semi-transparentes dans lesquelles Bentham proposait d'enfermer les détenus. C'est ce qu'autorise la mise en place de circonscriptions administratives dont chacune est dotée d'un observatoire. La domination économique naît d'une inégalité dans les échanges économiques qui résulte de la maîtrise par certains de biens fonciaux, d'équipements industriels ou de secrets de fabrication. Il résulte ensuite d'un accès dissymétrique à l'information. Certains dispositifs facilitent l'échange économique. C'est le cas des commutateurs qui font passer à moindre coût d'un interlocuteur à l'autre, d'un vendeur ou d'un prestataire de service à l'autre. L'influence et le jeu de l'autorité s'exercent grâce à des dispositifs dissymétriques, et c'est là quelque chose qui m'apparaît essentiel. J'y suis revenu dans l'ouvrage que j'ai publié l'an dernier sur l'approche culturelle et les imaginaires. Je pense que c'est un des points sur lequel on peut modifier ce qui s'écrit généralement sur les géographies du pouvoir. J'ai insisté depuis 1973 dans mes principes de géographie sociale sur une idée que j'avais empruntée à un anthropologue belge, Maquet, l'idée de l'existence de grammaire du pouvoir. Chaque civilisation dispose de grammaires qui permettent de canaliser le pouvoir sous forme de relations institutionnalisées. Celles-ci prennent plusieurs formes: fonctionnelles, famille, association, marché, rapports de clientèle, de caste, rapports féodaux, tribus, organisations bureaucratiques, État, et également des dispositifs de participation au pouvoir ou à l'action politique, syndicats, partis politiques, etc. Ces grammaires du pouvoir donnent à l'espace son armature. Au-dessous du pouvoir d'État, dans la société civile, c'est ces exercices du pouvoir limités, mais des exercices quand même importants, et qui généralement étaient
totalement négligée par la géographie politique qu'elle était née avec Ratzel et qu'elle s'est développée durant les premières décennies du XIXe siècle. Les formes du pouvoir existent à toutes les échelles, domestiques, locales, régionales, nationales, méga-régionales, au sens de l'Europe par exemple, à l'heure actuelle, point de vue politique et économique, ou globales. La géographie politique n'a tout le temps pris en considération que les trois dernières échelles, nationale, méga-régionale et globale. Le pouvoir politique s'exerce en effet de manière privilégiée à l'échelle nationale. Mais les rapports que met en jeu le pouvoir au-dessous dans la société civile sont également importants et je pense que c'est un des intérêts des recherches récentes d'avoir mis l'accent sur le pour et le contre du pouvoir. Les effets du pouvoir sont à la fois négatifs et positifs et l'on insiste quelquefois davantage aujourd'hui sur les effets négatifs que sur les effets positifs. Résultat, effet négatif, il résulte de la contrainte, l'espace est vécu comme frustration, atteinte à la liberté, renoncement à une partie de soi-même. Il s'oppose souvent à la liberté d'opinion. Lorsqu'il repose sur l'usage de la force, il peut entraîner des démarches corporelles et la mort. Il pratique quelquefois la torture à l'encontre des opposants. Les effets positifs sont nombreux. En assurant la sécurité générale, l'État ouvre à chacun la possibilité de se projeter dans le futur. Les forces armées de l'État protègent l'individu des agressions extérieures. Il réduit les écarts sociaux en redistribuant une partie des revenus. Il offre à tous l'accès à des biens de mérite comme l'éducation ou la santé. Il met en place des infrastructures indispensables à l'épanouissement de la vie de relations et à l'économie. Il propose des agendas qui modifient en profondeur la vie sociale. Quels sont les effets psychologiques du pouvoir et leur signification géographique? Au cours de son existence, chacun est confronté à des expériences variées du pouvoir. Pour vivre, il doit coopérer avec les autres ou s'intégrer dans des ensembles dans lesquels il est soumis à des instances supérieures. Dans certains cas, il a le sentiment d'être opprimé, mal compris ou exploité. Dans d'autres, celui d'être apprécié et rémunéré à un juste prix. Relayé par ce que chacun entend dire, lit ou regarde à la télévision, l'expérience du pouvoir est aussi indirecte. Les injustices, les mauvais traitements ou l'exploitation dont les autres sont victimes font naître de l'empathie chez ceux qui en prennent connaissance. La menace de recourir à la force, de licencier des travailleurs, d'ostraciser des opposants ou d'excommunier des croyants installe la peur. C'est le ressort du terrorisme et à un moindre degré de toutes les formes de chantage. À l'inverse, l'espoir de jours meilleurs fait supporter des peines et des privations nécessaires à la réalisation de ces jours meilleurs. La menace élargit l'ère où la violence contraint effectivement les gens, l'espoir celle où le pouvoir est accepté. L'état de l'opinion est une donnée essentielle de toute vie politique. Les réactions face au pouvoir. Le pouvoir ne laisse jamais indifférent. Il est critiqué, brocardé, tourné en dérision. 1000 ruses sont déployées pour lui échapper. Il suscite des réactions, mais aussi du consentement. Même si la sécurité qu'il apporte est imparfaite, il apparaît souvent préférable aux convulsions et aux troubles. Certaines réactions sont purement individuelles. Se consigner la vapeur de chef, profiter des moments où la surveillance se relâche, fuir les responsabilités. D'autres sont collectives.
plaintes, revendications, actions syndicales, mouvements de grève. Les opposants s'organisent dans le monde ouvrier en créant des syndicats, dans le monde politique en soutenant des partis et en mettant des actions extraparlementaires, en faisant des manifestations, des campagnes de presse, mais aussi en pratiquant des sabotages, des prises d'otages, du terrorisme. Au travail patient de sape ou de détournement des territoires imposés s'ajoutent des actions fausses, des actions violentes. Le pouvoir s'exerce, je l'ai dit, à toutes les échelles et d'une échelle à l'autre. Le pouvoir en particulier vient souvent du bas et c'est quelque chose qui a très longtemps été négligé par les études politiques. Ce qui vient du bas, ce ne sont pas seulement des contre-pouvoirs. Les formes de contraintes qui en sont issues peuvent modeler l'ensemble d'une société. Elles mettent généralement en œuvre des dispositifs de surveillance exercés par une fraction plus ou moins supportable de la population et recourent à des formes d'exclusion ou d'élimination exercées collectivement, anonymement ou par des organisations secrètes. L'ethnologie des sociétés premières et l'histoire subalterne des sociétés intermédiaires soulignent l'efficience des pouvoirs venus du bas. Dans le domaine politique, il se manifeste par le recours aux moyens que les démunis peuvent mobiliser contre les puissances, inertie, résistance non violente, désobéissance civile, mais aussi terrorisme. Dans le domaine économique, le contre-pouvoir prend la forme du vol, de la fraude, de la nonchalance dans l'exercice du travail et un degré supérieur dans le sabotage. Dans le domaine culturel, il se traduit par des syncrétismes qui introduisent dans ce que les dominés sont contraints d'accepter une part importante de ce sur quoi reposaient les sentiments antérieurs d'identité. C'est sur cet ensemble de pouvoirs venus du bas, qui explique la résilience de bien des sociétés et les formes d'hybridation culturelle qu'elle a générées et qui restent vivantes. Les structures d'exercice du pouvoir dans les sociétés traditionnelles concernaient essentiellement les niveaux locaux ou régionaux des ensembles politiques. La modernisation élargit les bases de ces actions venues du bas et leur permet d'influer sur la représentation nationale, sur les élections par exemple, et d'avoir un effet à l'échelle nationale. Grâce à la globalisation, mafias et organisations criminelles sont désormais capables de prendre le contrôle d'États importants. D'où l'extrême importance de prendre en compte les pouvoirs venus du bas qui longtemps ont été négligés et qui me paraissent essentiels. Mais la partie essentielle de la géographie politique, c'est la géographie du pouvoir, et je vais l'analyser en parlant des formes qu'a pris l'État et en insistant sur ce qu'on appelait État hegelien à l'époque où j'ai écrit Espace et pouvoir, et puis que l'on s'est appelé Espace westphalien il y a une trentaine d'années, le passage d'un terme à l'autre signifiant une transformation profonde de l'optique, et je vais insister dessus. Et voilà, c'est ce que je traite dans ce point maintenant. Telle qu'elle se construit à partir des dernières années du XIXe siècle, la géographie politique est fondamentalement une étude des formes du pouvoir exercé par le haut. C'est celui du père ou du patriarche, lorsque la société ne dispose encore que de la grand-mère de la famille. La tribu n'est d'abord qu'une extension de celle-ci, mais le chef peut être aussi celui qui dispose de la force armée, celui dont l'autorité est de nature religieuse ou idéologique. On est passé à l'État. Le pouvoir étatique, potestas et auctoritas. Comme composante majeure de la vie de relation, le pouvoir est politique. Il présente alors deux phases
que les Grecs distinguaient déjà Kratos, le pouvoir qui naît de la force, et Arché, celui qui se fonde sur l'autorité. Les Romains parlent de leur côté de la potestas, la puissance, et de l'autoritas, l'autoritias. Le Moyen-Âge comprend que pour que le pouvoir politique soit stable, il faut que la potestas soit doublée d'autoritas, seule capable d'assurer sa permanence. Avec Jean Bodin, la Renaissance ajoute que pour que le pouvoir politique soit efficace, son autorité doit prévaloir sur toutes les autres. Il doit être souverain. 3 conceptions du pouvoir politique sont alors élaborées en Europe: le despotisme éclairé avec Hobbes, l'État libéral avec Locke, l'État conforme à la volonté populaire chez Rousseau. Chacune est associée à une forme d'idéologie. Dans le premier cas, le pouvoir trouve sa justification dans une rationalité technocratique. Dans le second, dans le souci du peuple dont il émane. Dans le troisième, dans sa conformité à la volonté populaire. Potestas et autoritas sont liés. C'est parce qu'il a le droit de vie ou de mort sur celui qui dispose de la puissance apparaît d'essence supérieure. Le pouvoir venu d'en haut revêt ainsi une dimension religieuse ou quasi-religieuse. Il change de nature. Ceci était de la définition de l'État souverain, on déduit souvent que rien n'existe au-dessus de lui. Et à ce moment-là, on dit que les relations internationales échappent à tout contrôle. Les jeux de la force sont en libre cours et débouchent sur l'émergence d'une puissance hégémonique assez forte pour dominer toutes les mers et pour décourager les tentatives de ses rivales. Jusque dans les années 1980, la politique internationale était souvent présentée sous cette forme, une situation à hégémonie, une situation où la vie internationale était une jungle. Et les conceptions ont changé. L'articulation de l'appareil politique et de la société civile. La mise en place de l'État établit une coupure entre la société civile, où l'exercice de la violence est prohibé, et la sphère politique qui monopolise le recours à celle-ci pour assurer l'ordre intérieur et la défense vis-à-vis des ennemis extérieurs. Pour avoir prise sur la société civile, l'État met en place une administration qui nous permet d'exercer partout son autorité et assure la circulation descendante des ordres et celle ascendante des informations dont il a besoin pour élaborer sa politique et gérer la société. Les démocraties y ajoutent un système indépendant d'opinion publique qui fait remonter vers le haut les humeurs de la population, ses problèmes et ses aspirations, et un système électoral qui désigne ce qui représente la société au sein du pouvoir. L'efficacité de la démocratie vient de là, mais se paie de la lenteur avec laquelle sont prises les élections. De l'État hegelien à l'État westphalien, la conception de l'État qui domine la géographie politique jusqu'aux années 1970 et 1980 se bâtit dans l'Allemagne du début du XIXe siècle, avec Herder, avec Hegel, mais également avec l'historien Léopold von Ranke. Ratzel partage les conceptions qui dominent ainsi en Allemagne. Il n'envisage la scène politique internationale que sous l'angle de la lutte entre les États. Sa conception de la nation domine la géographie politique, la géopolitique durant plus de 2 générations. L'analyse n'est plus la même aujourd'hui. Le changement de perspective s'accompagne du changement de vocabulaire. On ne parle plus de l'État comme hegelien, mais comme westphalien. Celui-ci n'existe pas comme une réalité isolée. Il fait partie d'un système d'États qui interagissent. C'est ce qui me paraît essentiel, c'est-à-dire que pour comprendre l'État,
on comprend qu'il est nécessaire de comprendre en même temps la vie internationale. Les traits de l'État israélien. L'État israélien est souverain et repose sur une combinaison de pouvoirs qui associe monopole du recours à la violence et autorité. Autorité puisqu'il agit dans le cadre de la loi et pour le bien public. Cette combinaison n'est pas la même dans les trois formes qu'il prend, despotisme éclairé, État libéral ou État révolutionnel, mais dans les trois cas, cette forme est rationnelle et tournée vers le progrès. L'État westphalien va dans le sens de l'histoire. L'instauration de l'État westphalien se traduit par une centralisation dont témoigne l'importance dévolue à sa capitale, le contrôle étroit qu'il exerce sur ses frontières conduit à la formation d'espaces politiquement, économiquement et socioculturellement différents de part et d'autre de ses limites. Sous sa forme libérale, l'État westphalien mobilise une pluralité de moyens. Il a recours à la force et à la menace que crée son usage possible. Il arbitre les conflits par la justice. Il délègue la création et la gestion de la monnaie à une banque centrale indépendante pour éviter tout abus abusif à la planche à billets. Son législatif élabore des lois en veillant à ce que la liberté de l'individu n'empiète pas sur celle des autres. Il réglemente et limite le pouvoir de ceux qui sont en position économique ou morale dans la société civile. La souveraineté territoriale est devenue nécessaire à la suite des transformations que subissent les relations internationales à la suite des grandes découvertes et des guerres de religion. Et j'entre là dans la partie de mon exposé qui est en partie historique. Et pour cela, j'explique ce qui fait l'importance des systèmes diplomatiques. Les groupes humains ont depuis toujours besoin de produits que n'offre pas leur habitat. On sait le long cheminement des pierres que taillaient nos ancêtres du Paléolithique et que polissaient ceux du Néolithique. Les dispositifs qui permettent l'échange pacifique reposent sur la neutralisation d'espaces de rencontre. C'est très simple, mais ça n'a pas changé depuis l'origine des temps pratiquement. Ces dispositifs sont installés dans les marges séparantes des tribus des proto-États, une prairie du milieu, Mediolanum en latin, Milan, dans des îlets sur les côtes, des emporias, dans un port, Port of Trade, ou sous forme d'ambassades et de consulats dans les capitales et les grandes villes de pays étrangers. Sur ces bases matérielles, deux types de rapports peuvent être bâtis, inégaux ou d'égal à égal. Lorsqu'un État s'estime supérieur à un autre, dialoguer avec lui est impossible. Il ne connaît comme rapport que le versement d'un tribut du faible au fort. Le second type de rapport suppose qu'au cours de la négociation, les partenaires soient juridiquement égaux. Une dispute de ce qu'il y a à échanger, biens ou services, contre d'autres biens ou services, ou contre de l'argent. Les partenaires savent qu'ils appartiennent à des États inégaux, mais cela ne les empêche pas d'arriver à un accord qui satisfasse les deux parties parce qu'il est conforme à un ordre juridique auquel ils accordent leur confiance. Les relations internationales ne sont pas les mêmes lorsque les échanges se font par terre ou par mer. Sur le continent, l'espace international se présente comme une mosaïque d'entités territoriales. Il en va autrement en haute mer où aucun dispositif défensif ou dissuasif permanent n'a longtemps été possible, où il n'y avait de présence nationale que ponctuelle, celle de navires qui y circulaient. Par terre, l'échange à longue distance supposait parfois la traversée d'une ou plusieurs constructions politiques qui le contrôlaient, le favorisaient, l'interdisaient et exigeaient généralement des redevances au passage. Il en allait de même sur mer
tant que la navigation demeurait littorale. Les puissances allaient le long d'une côte, contrôler les passages, les taxer ou les pirater. Les conditions changent lorsque les navires n'hésitent plus à affronter la haute mer. C'est précocement le cas dans les mers fermées, la Méditerranée, la mer du Nord ou la Baltique. C'est aussi le cas à une autre échelle et de manière précoce dans l'océan Indien, dans le Pacifique occidental, où la mousson autorise un aller et retour annuel direct entre des points situés à des milliers de kilomètres les uns des autres. Et c'est pour ça que je vais prendre un exemple en Asie orientale, en Indonésie, c'est un des thèmes comme le pouvoir, l'exemple de la formation de l'État à Java, en prenant comme guide l'ouvrage qu'a publié Denis Lombard en 1990 sur le carrefour javanais, qui est le premier ouvrage en français d'histoire globale et à mon avis le meilleur. L'histoire de Java s'y inscrit en 3 strates, en remontant dans le temps, celui de l'occidentalisation de ses limites, celle de l'influence qu'ont exercé du Moyen-Âge à nos jours l'islam et la diaspora chinoise, et celle d'un développement plus ancien à base agraire et qui créa des royaumes forestiers, d'abord isolés par des marches séparantes, mais qui finirent par couvrir tout l'intérieur de l'Inde. Sur le plan de l'organisation politique, 2 types d'espaces s'y opposent. À l'intérieur, les royaumes terriens tirent parti des ressources assez abondantes pour donner naissance à de brillantes civilisations. Les espaces littoraux sont dominés par des ports qui se structurent en cités-États. Les royaumes terriens empruntent à l'hindouisme leur religion, leur conception du monde et leur organisation politique. Chaque royaume est conçu comme supérieur aux autres, si bien que les relations entre eux sont purement de subordination. Au cours de ce qui correspond à notre Moyen-Âge, la vie de relations se développe à Java à la mesure de l'élargissement des terres cultivées et de la production de denrées convoitées. Les ports en tirent profit et se développent sous forme de cités-États qui ont partie liée avec la Chine grâce à la mer de Chine et à travers le monde musulman par l'océan Indien et au-delà jusqu'à l'Occident. La civilisation arabe conçoit l'espace comme un continuum et pas comme un champ de force. Les cités-États côtières se convertissent à l'islam parce qu'il est porteur d'une géographie égalitaire qui convient aux affaires. C'est ainsi que se crée un système d'échange dans toute l'ère balayée par les moussons, à la base des cités-États devenues musulmanes pour les raisons que je viens de dire, en relation qui demeure inégale avec des États terriens comme la Chine. Et c'est dans ce cadre-là que se comprend l'analyse moderne des systèmes diplomatiques. L'étude des relations internationales progresse beaucoup à partir des années 1980. L'idée clé des nouvelles interprétations est introduite par un Canadien, Robert Cox. On estimait qu'un système pacifique de relations internationales ne pouvait fonctionner que s'il était régulé par une autorité supranationale. Cox montre qu'à travers la pratique du jeu diplomatique et la circulation internationale des idées, les élites de certains pays finissent par partager des conceptions similaires sur les conditions de l'échange, ce qui permet à celui-ci de fonctionner sans reposer systématiquement sur le concours à la force. Ces évolutions sont précoces dans les cités-États tournées vers le commerce extérieur. Grâce à la souplesse et à l'activité de leur gestion, les cités-États tissent entre elles des résolutions de relations longue distance sur un pied d'égalité et acceptent de traiter avec les États territoriaux moins souples sur une base inégale. Ceci va nous éclairer sur la genèse du système westphalien de relations internationales.
les grandes découvertes montrent que l'on gagne beaucoup en court-circuitant les réseaux commerciaux, en partie continentaux, qui liaient l'Asie orientale et méridionale à l'Europe. Le produit des ventes de ce que rapportent les bateaux de Vasco de Gama rapporte à 1000 pour 1 l'argent investi dans l'expédition. On comprend par conséquent que les États y aient été sensibles. Dans un monde où les échanges ne sont que partiellement monétarisés, le commerce extérieur élargit la base financière des constructions territoriales. L'exemple, l'Espagne et le Portugal donnent l'exemple. Les Provinces unies, un assemblage de cités-États, apprennent à rationaliser leur gestion intérieure et à développer leur rapport avec l'étranger. C'est en supplantant le système mis au point par le monde musulman en Asie du Sud et de l'Est, qu'il est repris par les Portugais, que leur compagnie des Indes orientales connaît le succès. La rationalisation de la vie politique qui aboutit à la formation de l'État westphalien est intimement liée à cet épisode. Elle doit beaucoup à Hugo Grotius, dont la réflexion sur le droit international est née de son implication dans le commerce des Indes. Il intervient dans un procès sur un bateau qui naviguait au large de la Malaisie et dans lequel il avait des intérêts. Il vit en France de 1621 à 1640 ans, durant l'exil auquel il est condamné. Et il est influent sur le milieu qui entoure Richelieu. Il devient ensuite ambassadeur en Suède. Il n'est pas inutile de rappeler, quand on sait que à la négociation de la paix de Westphalie, les trois États qui imposent l'idée de souveraineté sont les Pays-Bas, la France et la Suède. Il y a un rapport, et donc l'État westphalien est lié à cette réflexion sur les sources du droit international de Grotius. C'est grâce à la souplesse les États terriens occidentaux se rationalisent sur le plan intérieur en affirmant leur souveraineté. Dans le domaine international, ils acquièrent les compétences qui ont permis aux cités-États de réussir dans leurs relations lointaines, à moins qu'ils ne les absorbent et qu'ils absorbent le savoir. À partir de là, je pense qu'on comprend mieux l'occidentalisation du monde, et c'est le point suivant, c'est le rapport de maintenant. Du premier impérialisme au second. Les États qui disposent d'une supériorité navale et militaire apprennent vite à tailler des domaines outre-mer. La première vague de l'impérialisme européen naît ainsi des grandes découvertes. À la jointure des XVIIe et XVIIIe siècles, leur domination se durcit lorsqu'ils délèguent leur souveraineté à des compagnies à charte, dont la seule obligation est de gagner le plus d'argent possible. La rationalisation de la vie politique aboutit à la formation de l'État westphalien est intimement liée à cet épisode, mais la logique de l'impérialisme des compagnies à charte reste dominante jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Le premier effort pour imposer au reste du monde le système westphalien de relations entre États westphaliens se produit à la fin du XVIIIe siècle, lorsque l'Angleterre envoie la mission Macartney auprès de l'empereur de Chine. Cela échoue, mais c'est le premier épisode de l'effort que la Grande-Bretagne et les États occidentaux effectuent pour imposer à l'ensemble de la planète le système westphalien de relations internationales et pour prendre le contrôle des pays qui s'y refusent. C'est ainsi que naît
la deuxième forme de l'impérialisme occidental, celle qui, pour apporter le progrès, condamne à la colonisation ou au protectorat les pays qui ne satisfont pas encore les critères de l'Occident. À partir de ce moment-là, à partir de la fin du XIXe siècle, je saute très vite, la scène internationale se complexifie sous l'incidence des nationalismes. L'idéologie libérale prône à la fois la libéralisation des États et la formation d'États-nations, et la formation des États-nations finit par aboutir à la rivalité entre elles et à la Première Guerre mondiale. La scène se complexifie à cause de l'apparition d'une gouvernance mondiale. À la fin du XIXe siècle, l'idéologie libérale pousse à la pacification des relations internationales et à la mise en place d'une instance de conciliation par le haut. La Cour internationale d'arbitrage de La Haye en 1899, et à partir de là, la Société des Nations qui échoue, et puis l'ONU après la Seconde Guerre mondiale. Et troisième point de complexification de la scène internationale, l'apparition d'un ordre international rival, la troisième idéologie occidentale de l'État et de la politique. L'idéologie socialiste ne dispose d'une base territoriale qu'à partir de la Révolution d'octobre 1917 et de la naissance de l'URSS. Elle pousse à la création d'une internationale socialiste, le Communform, dont la vocation est de renverser le monde westphalien libéral et capitaliste. L'organisation du monde, accélérée par la seconde forme de l'impérialisme, prend désormais la forme de deux formes rivales. La politique mondiale doit au westphalisme, la complexité qui la caractérise après le premier conflit mondial, au système international où le jeu de la force est dominé par une nation qui doit son hégémonie à la domination des mers du monde, s'ajoute le contrôle impérialisme de l'essentiel de la planète par l'Occident, s'ajoute un système diplomatique efficace mais incapable de désarmer les conflits nés dans un premier temps des nationalismes, puis dans ce second temps une instance. Le monde évolue à partir de là, à partir de l'autonomisation de l'économie. La deuxième phase de la révolution industrielle avait généralisé le capitalisme fordiste, mais malgré la puissance de ces entreprises, les États gardaient la moyen de peser sur leurs décisions. La troisième phase de mutation technique permet aux entreprises d'installer au loin leurs établissements productifs où il y avait recours à la sous-traitance. Les nations perdent du coup le contrôle qu'ils exerçaient sur la vie économique. Le nouveau capitalisme de la connaissance se tourne vers les secteurs liés à la révolution informatique. Un archipel économique mondial fait de villes globales, de métropoles et de paradis fiscaux prend en main la gouvernance du monde à l'échelle planétaire. La crise 1907-1908 ralentit un peu cette évolution. L'évolution de la violence et de la guerre, trois mutations. La première, au cours de la Première Guerre mondiale, la mise au point des blindés, l'utilisation des avions et des sous-marins remet en scène la guerre de mouvement qui domine la Seconde Guerre mondiale. Seconde mutation, la bombe atomique qui crée un équilibre de dissuasion qui va permettre le partage entre les deux grands jusqu'en 1989. Troisième mutation, la guerre d'Ukraine qui montre que l'usage massif de drones et le progrès des équipements de détection et de transmission stoppent les offensives blindées, mais sans arrêter les bombardements à l'arrière et toutes les formes d'ingérence rendues possibles par les télécommunications. Il faut ajouter à cela l'évolution de la scène religieuse et idéologique mondiale.
Les révolutions de la communication mettent désormais à portée de tout un chacun une masse d'informations qu'il submerge et dans laquelle il a du mal à trier le bon grain de livret. Elles offrent aux entreprises et aux gouvernements autoritaires de gigantesques possibilités de manipulation et de contrôle de l'opinion. Les croyances religieuses tenaient leur autorité de leur transcendance et les idéologies d'exemples puisés dans le passé ou de spéculation dans l'avarie. La pensée occidentale est déconstruite par les philosophies dans les années 1960 et 1970 et par les sciences sociales critiques dans les années 1980. L'inversion socialiste de ces mêmes idéologies perd tout attrait avec la chute du mur en 1989. Avec les fondamentalistes, les religions traditionnelles se réclament de leurs origines, mais empruntent à l'Occident la réhabilitation du religieux vers le politique. Ce n'est pas un retour pur et simple au fondamentalisme, c'est un retour occidentalisé, quoi qu'en disent ceux qui en sont les responsables. La dimension universaliste de la pensée occidentale est condamnée, rien ne vient plus s'opposer à la haine et à l'invective. À sa large s'ajoutent deux ordres de considération longtemps négligés en géographie politique, le rôle des dynamiques démographiques. D'abord, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la révolution de la médecine de masse entraîne une chute rapide de la mortalité. L'explosion démographique demeure modérée dans le Paris où la mortalité et la natalité avaient commencé à baisser. Elle explose là où elle était forte et où la natalité se maintient. Dans les années 1950, l'inversion de la pilule donne aux femmes la maîtrise complète de leur fécondité. C'est de leur décision que dépend maintenant le remplacement des générations. Le taux de fécondité baisse au point de ne plus assurer le remplacement des générations. L'avenir du monde dépend d'un nouvel équilibre à trouver entre le choix des hommes et l'intérêt de la société. Les limites de la planète. Dans le domaine des attitudes concernant l'environnement, l'idée selon laquelle on peut exploiter sans compter les ressources d'une nature sans limite subsiste jusqu'à la fin des années 1960. La prise des consciences des limites de l'environnement se généralise à partir de 1979 et aboutit en 1987 à la définition par l'ONU d'une politique commune, celle du développement durable. La mise en œuvre de ce programme se révèle ardue. Il faut convaincre les opinions publiques, surmonter les positions de certains États, remplacer les énergies fossiles et remodeler une géographie qui, depuis 1945, reposait sur l'étalement de l'habitat et des activités. Dans la première moitié du XXe siècle, un système de gouvernance mondiale se met en place. Cependant que la révolution d'octobre donne une analyse territoriale à la forme de l'idéologie occidentale, le premier conflit mondial était né du choc du nationalisme, le second de celui des idéologies. L'arme nucléaire conduit à la bipolarisation du monde, fiche les blocs, mais s'accompagne de mutations profondes, décolonisation, troisième phase de la révolution industrielle et globalisation. Après la chute du mur, les idéologies occidentales perdent leur prégnance, plus rien ne soude les hommes, l'hégémonie américaine est remise en cause, la domination monétaire du monde ne se joue plus sur mer, mais dans les airs, dans l'espace et sur les ondes. La souveraineté de l'État est entamée par le haut et par le bas, mais reste garant des... Pour conclure, au seuil de la modernité, pour pacifier la société, l'État moderne est devenu souverain. Pour s'imposer sur mer, il se rationalise sur le modèle de cité-État et se fait westphalien. L'histoire politique du globe devient au XVIIIe siècle, pour de celle de l'État westphalien libéral. Il met en œuvre une nouvelle forme d'impérialisme. La gouvernance du monde post-westphalien glisse de l'État vers d'autres échelles, mais le principe de territorialité qu'il fonde reste indispensable à l'exercice de l'autorité
et à la sauvegarde d'identité collective, quel rôle doit-il tenir dans la nouvelle hiérarchie de sources et de périmètres de pouvoir? Pour rebâtir une gouvernance mondiale, ne convient-il pas de partir des problèmes auxquels se heurte toute l'humanité, les limites écologiques de la planète et la baisse de plus en plus générale de la fécondité? Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé très dense, très riche, et où on voit effectivement l'un des apports de votre travail depuis des années, celui de mettre en perspective un processus historique sur des temporalités longues et une structuration géographique du monde, une structuration géographique de l'espace. C'est vraiment cet aller-retour entre cette structuration géographique et ces processus politiques qui me semble le plus marquant dans ce que vous venez de faire devant nous. Donc merci beaucoup. On va lancer une petite séance de questions, mais je vais peut-être commencer pour lancer le débat. Vous avez dès le départ posé votre exposé sous l'angle de la grammaire politique du monde, grammaire que d'autres chercheurs avant vous avaient utilisé. Je pense par exemple à Braudel qui utilisait ce terme de grammaire, et on voit effectivement comment vous structurez ça autour finalement d'une analyse très, très collective et presque, je mettrais le terme de civilisation au sens de Braudel, mais vous avez apporté comme ça une dimension très civilisationnelle, culturelle du politique, et vous avez par la suite montré comment l'Occident avait forgé la politique mondiale. Alors, comment vous analysez, puisque vous nous le dites en fin d'exposé, comment vous analysez cette érosion du modèle occidental? Voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres structurations culturelles, politiques qui pourraient le remplacer ou être quelque chose d'alternatif? Voilà. Ce qui émerge, c'est une juxtaposition de conception du monde sans unité. Et je pense que c'est ce qui est source, une bonne partie du source de la conflictualité, en dehors des dimensions de l'évolution des techniques. Les idéologies, les religions nouvelles sont porteuses d'optiques, d'éthiques de la conviction, qui ne sont pas des éthiques on refuse la négociation, on campe sur ses positions et on accepte le conflit, fut-il armé, dans cette condition. Par conséquent, je pense que c'est avec cela qu'il faut tendre. Alors, cela, pour moi, n'implique pas une rupture complète avec l'occidentalisation. Cela suppose, au fond, un dialogue pour amener à une optique de conviction, de négociation d'autres cultures. C'est en cela, me semble-t-il, que doivent porter les efforts de notre culture, mais également des autres cultures. Nous ne pouvons pas les changer, mais il faut peut-être essayer de les convaincre de changer de leur côté, mais là-dessus, nos moyens sont limités. Voilà. Bien, on va lancer les questions dans la salle. Alors, je sais pas, je pense qu'il va y avoir un micro qui pourra peut-être circuler. Une première question ici. Oui, ah oui.
Merci beaucoup, Monsieur Paul Claval. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour vos travaux. Je suis Maryse Verfailly, géographe, j'écris des ouvrages aussi. Ma question est la suivante. Est-ce que ce qu'on appelle le Sud global pourrait balayer la grammaire occidentale rapidement? Est-ce que, voilà, dans un avenir proche, le Sud global pourrait-il devenir la grammaire du monde? Si pourrait-il l'accepter de nouveau? Ou La mettre de côté. la mettre de côté. Les discours officiels sont contre. Lorsque l'on regarde les vœux populaires, la chose est différente. Les gens détestent l'Occident, mais quand ils votent avec leurs pieds, ils émigrent vers l'Occident. Ce qui veut dire qu'il y a une fascination qui demeure pour nos façons de vivre et qui est sensible bien au-delà des limites du monde occidental. Bon, c'est, je dirais, de ce côté-là qu'il y a de l'espoir, mais cet espoir est faible dans la mesure où les pays du Sud évoluent non pas vers la démocratie, mais vers des formes d'autocratie. D'autres questions dans la salle? Oui. Alors, je ne sais pas s'il y avait un micro qui circulait. Excusez-nous, il y aura un... Bon, allez-y, je vous en prie. Merci, c'était très intéressant. Mais je me demande, qu'est-ce qui se passe chez l'être humain pour qu'il ait tel goût du pouvoir? C'est une question courte, mais longue. Question longue. Ah, écoutez, j'ai parlé de sentiments que faisait naître le pouvoir. Il y a les sentiments qu'il fait naître chez ceux qu'il subissent. J'ai pas eu le temps de parler de ce qu'il fait naître chez ceux qui l'exercent. Il est évident que exercer un pouvoir est quelque chose qui est à la fois fascinant et angoissant. Vous influez sur les autres, vous leur faire ce que vous voulez, vous les flattez, vous les torturez, bon, il y a une fascination pour le pouvoir. Et ça, je pense que, pour dire les choses autrement, le pouvoir corrompt, parce qu'il est, dans le fond, très corrupteur. Il donne des possibilités qui éveillent quelquefois les plus bas instincts. Voilà. Mais je ne suis pas psychologue, je ne suis pas moraliste. C'est un avis personnel, simplement. J'aurais une petite question, peut-être, parce que malheureusement le temps va se courir, mais vous avez du coup montré effectivement votre approche du pouvoir, que vous avez travaillé depuis déjà plusieurs décennies. Au même moment qu'Espace et Pouvoir émergeaient d'autres penseurs. Vous avez parlé à Rafestin, vous avez parlé aussi, on n'en a pas parlé, mais vous connaissez aussi la géopolitique qui est en cours aussi au festival aujourd'hui, d'Yves Lacoste. Comment vous situez votre œuvre par rapport à ces approches qui émergeaient finalement dans les années 70 et qui interrogeaient aussi le pouvoir comme vous à la même époque? Alors, ce que j'ai apporté est différent, c'est-à-dire que j'ai appris en partie en regardant ce que faisaient les enseignants outre-Atlantique. Ils supposaient toujours que les étudiants qu'ils recevaient étaient totalement ignorants. Donc ils partaient de zéro. Et quand j'ai commencé à travailler sur le pouvoir, je me suis dit, qu'est-ce que pouvoir? Et je me suis dit, pouvoir, c'est d'abord pouvoir quelque chose soi-même. Je suis parti de choses aussi simples de ça. Et c'est ce qui m'a amené à m'interroger
sur les questions de grammaire du pouvoir, etc. Et ce n'est que progressivement que les collègues se sont intéressés également à ces problèmes. En revanche, dans mes premiers travaux, je n'avais pas été très loin dans l'analyse du pouvoir étatique. Et dans ce domaine, j'ai beaucoup appris par la suite. Voilà. Merci beaucoup. Bien, on va devoir conclure cette conférence. Merci beaucoup, Paul Claval, pour cette remarquable mise en perspective du pouvoir. Et donc, on annonce la signature de votre nouvel ouvrage. Alors ça, c'est mon nouvel ouvrage, et je vais descendre pour signer pour ceux qui désirent acquérir certains de mes ouvrages à l'étage. Merci. Donc, signature en bas pour le dernier ouvrage de Paul Claval. Merci à tous.